Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue pour ce premier épisode de Retour au Stand, votre nouveau podcast dédié au débrief complet des Grands Prix de Formule 1. Moi, c'est Quentin, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour parler de la première manche de la saison, un Grand Prix de Bahreïn qui nous a offert une belle passe d'armes et un finish à rebondissement. De ce fait, on a beaucoup de choses à dire dans ce premier épisode. Le désert de Sakhir était rouge hier soir avec la victoire de Charles Leclerc devant son coéquipier Carlos Sainz et le septuple champion du monde, Lewis Hamilton. On va revenir sur la course du vainqueur et celle des pilotes sur le podium. Et puis on va bien sûr parler des nouvelles monoplaces que nous avons enfin vues en mode course. Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans le premier épisode de Retour au Stand. Et je vais déjà commencer ce podcast par faire les présentations, car les consultants en présence sont très bouillants et super heureux que la Formule 1 soit de retour. On va commencer par le plus jeune. Édouard, je te souhaite la bienvenue. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as kiffé ce Grand Prix de Bahreïn? J'ai adoré. Merci d'abord de m'avoir invité pour ce podcast, Quentin. Je suis très content de faire partie de cette aventure. Mais oui, un Grand Prix de Bahreïn qui, un rebondissement, même dans les derniers tours, on ne pouvait pas prévoir ce qui allait arriver. Et ça nous a fait vraiment un beau début de saison et ça promet pour la suite. Eh bien, merci à toi d'être là. Clément, un homme heureux, j'imagine. Bonsoir à tous. Très heureux de faire partie de cette nouvelle aventure 2022. Ouais, un Grand Prix qui a été vraiment sympa à suivre. J'espère avoir aussi bien travaillé, autant pris de notes que Binotto durant l'intersaison et depuis le mois d'août, je crois, qui sont sur la nouvelle voiture. Donc tout va bien. C'était un très très beau Grand Prix et déjà hâte d'être samedi et dimanche qui arrive sur le beau circuit de la Corniche de Jeddah. Nickel. Et toi, Seb, j'ai vu que tu avais pris pas mal de notes, mieux que Julien Febvre. Bonjour Julien, bonjour Quentin, bonjour à toutes et à tous. Ravi d'être avec vous pour ce premier retour au stand. Ouais, j'ai pris beaucoup de notes et Ferrari avait annoncé la couleur quand même il y a plusieurs mois en disant que 2022 et la nouvelle réglementation serait vraiment leur année et ça a commencé très très fort. On a vu beaucoup de choses, on a pris beaucoup de plaisir en regardant le Grand Prix. Super, merci à vous trois d'être là. Bon, du coup, Charles Leclerc, premier vainqueur de la saison 2022. On rappelle que c'est sa troisième victoire en Formule 1 après Spa et Monza en 2019. Une victoire très émouvante hier, très spéciale, parce qu'on rappelle que la Scuderia n'avait plus retrouvé la joie de la victoire depuis le Grand Prix de Singapour en 2019, là où ils avaient signé un doublé, Vettel-Leclerc. La Scuderia qui signe d'ailleurs le 85e doublé en tant que constructeur. Les gars, je me tourne vers vous. On va parler d'un des moments forts de la course de Charles Leclerc. Je dirais même un moment fort de la course en général. On est au 17e tour. On assiste à cette bataille de dépassement successifs avec Max. Charles, perso, je l'ai trouvé très à l'aise face au champion du monde, très serein. Clément, je me tourne vers toi. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce fait de course? Ça a été un moment terrible parce que déjà on est seulement je crois que c'est en fin de premier tiers de course, donc on avait déjà vécu pas mal de choses intéressantes, même s'il y a eu beaucoup d'écarts. Enfin, les écarts se sont créés avec le cinquième et le dixième notamment. Il y avait déjà beaucoup de secondes de retard pour ceux qui étaient loin de la tête de course. Là, vraiment, ce moment-là a été totalement excitant. Je te repasse, je te redépasse. Voilà, je pense qu'on a vu un moment important pour ces nouvelles monoplaces avec finalement la possibilité de voir les pneus qui peut-être ne surchauffent pas trop et d'avoir pas mal d'attaques. L'année dernière et puis les dernières saisons, on avait finalement la possibilité d'attaquer qu'une fois. Il fallait se remettre finalement à moins d'une seconde. Et là, on a vu une bataille absolument exceptionnelle. On a vu le public de Sakhir prendre énormément de plaisir. Et puis sur les réseaux sociaux, ça a été une déferlante de highlights. Et tant mieux parce qu'on a là le premier très grand moment de la saison entre deux pilotes qui sont très talentueux et de belles voitures, même si une n'a pas terminé le Grand Prix. Seb, Edouard, même constat. Est-ce que c'était le meilleur moment du Grand Prix pour vous? Selon moi, ouais. Parce que
On sent que l'année dernière, il y avait deux pilotes et le reste du plateau, Hamilton, Verstappen. Cette année, on sent que Leclerc, Verstappen, en début de saison, devraient dominer. Mais les autres voitures derrière ont du potentiel pour potentiellement aller les titiller. On voit que les seconds pilotes ne sont pas non plus à la ramasse. Donc moi, ce que je retiens de cette bataille, c'est que c'était splendide, mais qu'on devrait sûrement en voir d'autres et pas toujours les mêmes pilotes. Et surtout, on voit que même avec le changement de réglementation, le DRS donne un avantage encore tellement conséquent, c'en est limite dangereux de voir des 30-40 km/h de différence en bout de ligne droite. Quand on voit des pilotes, on sait qu'ils sont agressifs, hein, comme Kevin Magnussen ou des pilotes comme ça, on sait que parfois ça peut mal tourner. Mais ouais, les premiers dépassements, les premières passes d'armes qui ont dressé les poils sur les bras, c'était magnifique. Seb? Ouais, surtout la vitesse max hein, qui est très très forte hein, pour la Red Bull, moi je trouve, hein, par rapport aux autres voitures. Donc c'est pour cela que je pense que le DRS est encore plus fort en voyant Verstappen dans le mano à mano avec Leclerc entre le 17e et le 19e tour. À chaque fois Leclerc est revenu, il a été très propre. Il n'y a pas eu d'Izza, il n'y a pas eu de contestation, machin. Ça a été très très propre entre deux champions. Verstappen avait retenté, il a fait un freinage tardif, Leclerc il est revenu au 18e tour, au 19e, il a bloqué au premier virage Verstappen, et ça on va en voir beaucoup, hein, des blocages au niveau des freins, et là après c'était difficile parce que lorsqu'il a bloqué ses roues, bah évidemment les pneus étaient un petit peu plus difficiles à gérer, et Leclerc derrière a pris quelques secondes. On a vu une belle bataille, je suis comme Edouard, moi je pense que voilà, on va voir d'autres écuries derrière se battre, refaire un peu leur retard sur Ferrari et la Red Bull pendant le Grand Prix, et notamment évidemment Mercedes qui a sans doute encore une grosse marge. Il n'y a pas quelque chose qui vous a surpris, c'est de voir finalement que même si Verstappen était à 7 ou 8 dixièmes, il me semble, finalement, avec le DRS et ses nouvelles monoplaces, on l'a vu, finalement, entre guillemets, pas mort, parce que normalement, il fallait vraiment être dans les dernières fenêtres aux alentours de 4, 5 dixièmes. Et là, on l'a vu faire notamment, comme tu as dit, Seb, un freinage assez impressionnant où il est arrivé finalement de nulle part. Et il me semble qu'en début de ligne droite, il était aux alentours de 8 dixièmes, et même Febro dit à ce moment-là, bon bah voilà, ça va être trop compliqué. Ouais, mais par contre, vous avez vu que Hamilton, lorsqu'il a le DRS sur Sainz, il remonte pas comme Verstappen. Hein. Le moteur Mercedes, il a pas encore la vitesse max que la Red Bull. Hein. Edouard? Ouais, moi comme vous avez dit, enfin comme tu as dit, Seb, ce qui était plaisant, c'est une bataille saine. Je sais pas si c'est le fait qu'il y ait un changement et de réglementation et de direction sportive, mais on a vu une bataille intense et sans faute, et c'est ça qui est plutôt plaisant, en espérant que que ça pose les bases d'une saison, même si on a forcément tous aimé ce qui s'est passé la saison dernière, parce que c'était une bataille totalement dingue entre deux champions, mais le fait d'avoir une bataille un peu plus saine, un peu plus propre de la part de ceux qui jouent la tête de course, je trouve que c'est intéressant sur le papier pour la suite de ce qui va se passer au cours de la saison. Et justement, Clément, tu parlais de bataille saine. Est-ce que si Mercedes avait été au plus haut de sa performance déjà hier, si la voiture était déjà fiable, est-ce qu'il y aurait eu déjà un contact, si c'était Hamilton et Verstappen à la place de Leclerc-Verstappen, est-ce qu'il y aurait eu déjà des dégâts selon toi, comme l'année dernière? Aucune idée, on sait pas trop. On sait il y a un champion du monde qui veut conserver son titre, qui a au papier pour le moment, je dirais, une bonne voiture, même si il y a des soucis de fiabilité. Et de l'autre, on a un grand champion comme Hamilton qui finalement est très très revanchard, qu'on a vu énervé tout l'hiver. Donc peut-être qu'il y a ça, mais le fait d'avoir un nouveau commissaire de course, un nouveau steward en chef peut changer les choses. Ça, là-dessus, on verra dans les prochaines semaines. C'est trop difficile à dire. Ok, bon là on était concentré sur ce fait de course, cette passe d'armes entre Charles Leclerc et Max Verstappen. Sur l'ensemble de la course, est-ce qu'on peut dire qu'il y avait Charles Leclerc et les autres? Enfin vraiment, il était assez serein, à part voilà cette bataille avec Max. On l'a senti assez serein, il était très loin des autres. Il s'est même permis une petite blague à la fin en disant j'ai un problème moteur à ses ingénieurs pour faire la blague. Est-ce que pour vous, il y avait lui et les autres?
on l'a surtout senti très à l'aise, Charles Leclerc, dans la voiture, contrairement à, par exemple, un Hamilton qui souffre beaucoup dans une voiture qui n'est pas évidente à piloter. Bah, Charles Leclerc prend énormément de plaisir, ce qu'il n'a pas pris depuis très longtemps du plaisir. La Ferrari, sur les 2 dernières années, était catastrophique. Et on sent qu'il prend du plaisir, il est heureux. Idem pour son coéquipier qui a un très bon rythme de course, Carlos Sainz. Donc, je pense que c'est la Ferrari qui fait que la voiture fait qu'il prend énormément de plaisir, énormément de bonheur à rouler. Et quand il se bat avec un pilote comme Max Verstappen, avec qui il a une rivalité depuis très jeune, forcément il peut que être heureux de cette situation-là, alors qu'il se battait avant avec des Aston Martin, des Alpines en milieu de peloton, quoi. Mais je ne pense pas qu'il était non plus au-dessus des autres. Il a bien piégé Max à la relance de la safety car après l'abandon de Pierre Gasly, et ça a profité à son coéquipier qui a dépassé Max, mais je ne pense pas qu'il était très au-dessus des autres. Okay. Mais par contre, il était très à l'aise, ça se sentait, quoi. Ouais, moi, je pense quand même qu'il avait un très gros rythme de course par rapport aux autres, mais même par rapport à Verstappen, parce que Verstappen, ils ont changé le plan, évidemment, stratégiquement, ils ont voulu tenter l'undercut, qui a réussi sur le premier pratiquement. Il est revenu à 2-3 secondes. Au 30e tour, ils ont retenté encore à Red Bull de surprendre évidemment Ferrari. Ils sont passés de 6 secondes de retard. Ils ont gagné 4 secondes, ils sont venus à 2 secondes, sauf que derrière, il y a eu la safety car, hein, comme tu as dit. Il a fait une très belle relance, Charles Leclerc. Et Verstappen, à chaque fois, il s'est pris une demi-seconde, voire plus, au tour. Il a jamais pu revenir, hein. Moi, je pense que voilà, il était très à l'aise dans sa voiture, évidemment, Charles Leclerc. Et il avait un très gros rythme. Je pense qu'il était quand même vraiment au-dessus. Il y a un facteur qui a énormément joué. Et je crois qu'à un moment, il me semble que c'est Jacques Villeneuve qui en parle, c'est la dégradation des pneus. J'en ai vu très très peu côté Ferrari. Alors même si c'est des nouveaux pneus et que c'est ce qui a été demandé à Pirelli. En revanche, quand Max Verstappen s'est arrêté 2 fois, on voyait quand même un graining, alors je dirais pas important, mais en tout cas visible. Ouais, ça c'est vrai, Clément. Et puis gros effort également des mécanos chez Ferrari, hein. Quand on fait des arrêts beaucoup plus rapides que Red Bull, c'est le jour et la nuit par rapport aux saisons d'avant aussi. Si vous deviez retenir une chose, est-ce que ça serait plutôt la supériorité technique de Ferrari qui a donné une très bonne voiture à Charles Leclerc, ou alors la maîtrise de Charles Leclerc, le fait qu'il se soit approprié cette voiture? Qu'est-ce qu'il faut retenir entre ces deux choses-là, ou alors ces deux choses-là sont liées, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il faut retenir en principal? Est-ce que c'est la supériorité de Ferrari ou la maîtrise de Charles Leclerc? Il s'est approprié la voiture à une vitesse grand V, hein. On sait qu'il travaille dessus depuis très longtemps, sûrement qu'il l'a testé en simulateur depuis très longtemps, mais on a vu que certains pilotes ont beaucoup plus de mal à appréhender cette nouvelle monoplace, et lui a montré que c'était son truc, quoi. Il adore cette monoplace, ça se voit. Donc non, je pense que le mix marche bien, le mariage marche bien entre cette voiture et Charles Leclerc, et je pense que avec ce mariage-là, c'est un duo qui peut aller loin dans ce championnat, je pense, sur le long terme. Ouais, moi je dirais pour ce premier Grand Prix, je dirais Ferrari parce qu'ils font quand même 1 et 2. Donc Carlos Sainz qui a eu un petit peu de mal au début aux essais libres 1 et 2 en rythme de course et même en qualif a vraiment bien rattrapé le coup. Et c'est vrai que Ferrari a fait un travail formidable, hein, comme l'a dit Clément. Voilà, ils avaient un peu arrêté en usine la voiture d'avant. Normalement, c'était 2021 l'entrée en vigueur de cette réglementation. Pendant l'année Covid, ils avaient déjà ça dans le viseur aussi en 2020. Donc non, moi je pense que c'est vraiment pour le premier Grand Prix, c'est le gros boulot de Ferrari pour revenir aux avantages. Après le débrief de la course de Charles Leclerc, il est temps de parler des 2 pilotes qui l'ont accompagné sur le podium. On évoque la course de Carlos Sainz et de Lewis Hamilton. Carlos Sainz a signé hier le 7e podium de sa carrière à Bahreïn. On rappelle qu'il partait en 3e position sur la grille. Ça a été une course de gestion plutôt pour le pilote espagnol pour laisser derrière lui Pérez et les Mercedes tout au long de la course. Il a été
plutôt bon en fait dans cette gestion de course, en sachant qu'il l'a dit, qu'il n'avait pas beaucoup de rythme ce week-end. Donc ça a été plutôt une bonne course de gestion pour lui, non? Ouais, c'est ce qu'on peut dire. Clairement, il a bien géré, sa course, malgré un petit manque de confiance. Je ne sais pas si ça vous a choqué, mais on a vu des discours plutôt négatifs de sa part. On sait que c'est un pilote qui a besoin d'être à 100%, d'être un peu câliné, comme on dit dans le monde du sport, même si c'est un énorme bosseur. Il n'est pas parti finalement avec une grande confiance. Et au fil des tours, on a senti que ça allait. Il avait besoin de se sentir à l'aise dans cette voiture. Il l'a été. Logique, hein, parce que Charles Leclerc s'est senti bien, même si c'est pas forcément le même style de pilotage, mais il a fait une course propre, solide, et c'est ça qu'il faut retenir. Il marque des gros points et il a été très rapide lors des essais et en qualif, et c'est vraiment ça qui est le plus important. Il s'est mis en numéro 1 bis parfaitement, et il a fait la course qu'on attendait de lui, et il mérite amplement son podium. Oui, bah, moi, je suis d'accord, hein. Je pense que là, il a fait une course très solide. Il n'avait pas beaucoup de rythme par rapport à Charles Leclerc sur ce premier Grand Prix. On va voir évidemment tout de suite la semaine prochaine avec ce Grand Prix d'Arabie Saoudite qui arrive très rapidement. Donc la tendance peut s'inverser rapidement, hein. Moi, j'en fais pas un numéro 1 bis. Je pense que pour l'instant, ils sont tous les deux sur la même ligne de départ. Que peut-être Leclerc a un peu plus évidemment en main la voiture et ça lui plaît plus, et que les réglages sont un peu mieux pour lui. Au niveau stratégique, ça s'est super bien passé pour Sainz. Et puis derrière, voilà, il a pu saisir l'opportunité de prendre cette deuxième place. Donc voilà, c'est des bons points marqués, et il sera pas loin peut-être de Charles Leclerc à la fin, parce que c'est vraiment un très gros bosseur, et on l'a vu déjà même l'an passé, hein, comment il a battu avec Leclerc, hein. Il était solide en qualif et en course. Justement, moi, ce qui m'a marqué, c'est l'interview d'après-course où je l'ai senti voilà, content de la performance de Ferrari. Voilà, il était heureux pour l'écurie, mais je l'ai senti pas heureux à 100%. Qu'est-ce que vous en pensez? Comme si ça le gênait en fait que Charles Leclerc un peu il était devant lui, quoi. Ça fait plusieurs fois qu'il finit deuxième, surtout. Comme tu l'as dit, c'est son 7e podium et il n'a toujours pas gagné. On sait qu'il a fait plusieurs fois troisième, plusieurs fois deuxième. Il a vu la victoire lui échapper en Italie derrière Pierre Gasly. À Monaco, il est deuxième derrière Verstappen. Et il est encore une fois deuxième, battu tout simplement par meilleur, hein. Mais un pilote comme Carlos Sainz qui a une super voiture, à force d'être deuxième, peut-être que ça va commencer à peser. Mais je pense que s'il garde son rythme et s'il reste comme il l'a été pendant ces dernières années, aussi concentré, bosseur, je pense qu'il va gagner sa course cette année assez facilement. Oui, ça va être ça à chaud, je pense, hein. Exactement, Edouard. Je pense que ça va être ça, hein, voilà, terminer tout le temps deuxième, évidemment, faut maintenant remporter son Grand Prix. Mais voilà, c'est un bosseur, donc moi je m'inquiète pas pour lui mentalement. Moi, je pense qu'il peut y avoir un petit déclic émotionnel et surtout de faciès quand il va décrocher sa première victoire, et elle arrivera peut-être plus vite qu'on ne le pense. C'est un marqueur important dans une carrière quand tu tournes autour du pot d'enfin voilà signer ta première victoire. C'est un moment bien sûr extraordinaire, parce qu'il y en a pas des milliers qui auront une victoire en Formule 1, mais je pense que ça va déclencher quelque chose. On l'a vu un peu souriant sur le podium, mais dans tout ce qui est autour de course, avant course, après course, ce petit c'est pas un petit truc qui manque, mais cette grosse perf va changer beaucoup de choses. Je vous propose de passer à Lewis Hamilton, 5e au départ. Il a effectué une stratégie de 3 arrêts au stand, une gestion des pneumatiques assez hasardeuse. Au début, on le sentait pas très confiant. Et puis, donc, est-ce qu'on peut se dire, c'est que finalement, Mercedes n'a pas bluffé. Ils étaient vraiment en deçà de Ferrari et de Red Bull, en fait. C'est sûr que après le bluff ou pas bluff, c'est ce qu'on se dit à chaque fois lorsqu'on regarde les essais de pré-saison. Pas tant de bluff que ça apparemment, donc faut qu'ils se remettent en question évidemment avec cette nouvelle réglementation.
Par contre, c'était un peu quand même une séance d'essai libre, hein, ce Grand Prix pour eux, on dirait, parce que c'était un peu étonnant d'arrêter très tôt Lewis et de le mettre en hard, derrière rechanger, le remettre en médium. Et pourtant, bon, il va finir quand même sur le podium, hein, avec des circonstances favorables, certes. Mais heureusement qu'il y a le pilotage quand même du champion du monde pour cette voiture. Donc, c'est des bons points pour Lewis Hamilton. Maintenant, il faut voir comment Mercedes, évidemment, va réagir pour attraper le retard. Il y a un chiffre important, c'est 35 secondes. C'est l'écart sur la tête de course avant la safety car. Je pense qu'avec ça, on a tout dit. Ils étaient loin, ils étaient aux alentours de 8 ou 9 dixièmes au tour de mémoire. Donc, ils sont pour l'instant troisième voiture ou 3 ou 4e voiture, on sait pas trop, mais ils sont très loin du très haut niveau. Ils ont eu pas mal de dégradation de pneus, même si ça a toujours été un peu la marque Mercedes. Voilà, 35 secondes avant la safety car, ça fait beaucoup, beaucoup trop pour une top team. Sur le long terme, peut-être pas tout de suite, sur les 6-7 premières courses, ça peut être compliqué, surtout sur des circuits très techniques comme Jeddah. Mais ça ne m'étonnerait pas que dès cet été, on les voit se battre pour des podiums avec Ferrari et Red Bull, très honnêtement. Et tout de suite, on passe à notre troisième et dernier grand thème. On va parler des nouvelles monoplaces. Troisième grand thème de notre soirée, on est un peu obligé de parler de ces nouvelles voitures qui représentent en quelque sorte la nouvelle ère de la Formule 1. Je me tourne vers toi, Seb. Comment tu les as trouvées, toi, ces monoplaces? Est-ce qu'elles ont été impressionnantes à tes yeux comme on nous l'avait promis? Bah déjà du côté design, lorsqu'on les a vus arriver, c'est sûr que il y a eu des choses un peu radicalement différentes que la réglementation antérieure. On a eu de très belles choses avec Ferrari, avec Red Bull. Également, cette nouvelle réglementation, c'est aussi l'ingéniosité qui est mis à l'œuvre avec les ouïes pour Mercedes pour éviter la surchauffe, pas de ponton derrière, un ponton différent aussi pour Red Bull. Enfin bon, il y en a partout des choses et moi je les ai trouvées intéressantes en tout cas à regarder là en Grand Prix. Les virages lents, bah faut faire très attention à la réaccélération et au blocage. Donc on peut avoir de belles batailles là-dessus. Dans les virages rapides, on peut suivre. Il y a moins d'air sale. Donc non, mais j'ai trouvé très intéressant quand même ces nouvelles Formule 1. Édouard, est-ce qu'il y a une voiture qui t'a particulièrement marqué? L'Aston Martin, de part qu'elle est simplement magnifique, hein, c'est la plus belle voiture du plateau pour moi. Mais Aston Martin, comme 2 ou 3 autres écuries d'ailleurs, on voit que les pontons sont très, très larges avec des ventilations, contrairement à d'autres écuries, et on voit que ça ne marche pas forcément. Et cette nouvelle réglementation offre beaucoup de liberté sur le châssis, sur la carrosserie, et on voit que certaines écuries ont fait des choix qui n'ont pas forcément été judicieux. Ça peut être marrant de voir justement à l'avenir comment ces choix vont évoluer, comment les écuries vont tourner un peu la réglementation. Et je pense que ces voitures-là, pour ça, vont nous offrir beaucoup de surprises. On va avoir des surprises le samedi matin ou le vendredi après-midi. Et c'est un truc qu'on n'avait pas l'année dernière, parce que l'année dernière, c'était des voitures qui étaient sensiblement les mêmes tout le temps, à part des petits réglages d'aéro. Là, je pense que les voitures sur le long de l'année, sur toute l'année, peuvent changer avec des grosses modifications. Et je trouve ça assez sympa. Mis à part Charles Leclerc et Max Verstappen, j'ai eu l'impression que la plupart des pilotes, dans le peloton notamment, étaient plutôt en phase encore d'observation, qu'ils hésitaient encore. Est-ce que tu as eu cette même impression, Clément? Oui, mais c'est logique, hein, parce qu'ils ont eu, finalement, si on prend ces 6 jours de test, c'est 3 jours, 3 jours chacun, 2 fois une journée et demie, que ce soit à Barcelone ou à Bahreïn. C'est pas assez pour connaître une voiture aussi différente des années précédentes. On l'a bien vu avec un Nico Hülkenberg qui était complètement perdu, même s'il a été rappelé. Bon bah voilà, après le forfait de Vettel pour Covid, mais c'est trop peu.
c'est peut-être un point. Alors, on sait que c'est un point d'économie que demande la F1 et Liberty Media, mais voilà, les pilotes sont en difficulté pour connaître sur les doigts cette performance, la performance de leur voiture. Ils sont logiquement perdus. Et comme l'a dit Edouard, on voit des stratégies totalement différentes. Moi, vous l'avez déjà évoqué, Seb et Edouard, les pontons font la différence. On voit que finalement, est-ce que ça serait pas là la clé de cette saison 2022? C'est de réussir les pontons et notamment de faire passer l'air, parce qu'on voit que il faut que ces pontons plaquent parfaitement la voiture au sol, comme ça a été bien expliqué sur l'antenne de Canal. Et ça a été fait par Ferrari, ça a été fait par Red Bull et beaucoup moins par les autres. Donc malheureusement, l'Europe arrive qu'au quatrième Grand Prix, ça doit être fin avril, et puis après il y aura Barcelone un mois après. Est-ce qu'il y aura assez de temps pour travailler d'ici là? Je suis pas certain, mais on va en apprendre beaucoup, je pense, à Imola et à Barcelone dans les semaines à venir. On va finir par vos tops et vos flops et parler du week-end qui arrive. Je rappelle que vous pouvez retrouver les tops et les flops du Grand Prix de Bahreïn de nos consultants du jour sur notre chaîne Twitter. Alors, si on prend les tops et les flops donc de Sébastien, de Clément et d'Edouard, on voit que dans les tops, il y a une écurie et un pilote qui ressortent. C'est Ferrari et Kevin Magnussen. Kevin Magnussen, est-ce que c'est la surprise de cette saison? Ah, clairement, il fait un comeback Bien sûr. incroyable, Kevin Magnussen. C'est magnifique ce qu'il fait. Parce qu'il est parti un peu décrié, un peu comme Romain Grosjean, en mode la voiture était mauvaise, mais les pilotes ne faisaient pas non plus les efforts. Il arrive, il a moins de roulage que tout le monde. Et ça n'a pas empêché d'être au-dessus de son coéquipier et vraiment de faire une course parfaite avec une voiture qui n'est pas forcément plus meilleure qu'une Alfa Romeo, je ne pense pas. Et il a parfaitement maîtrisé sa course de bout en bout. Les ingénieurs As aussi ont quand même fait, avec le peu de budget qu'ils avaient, un bon boulot. Franchement, c'est la très grosse surprise et c'est mérité, ce qui retrouve un peu le crédit qu'il avait perdu au fil des mois lors de sa dernière saison. Parce que c'est un pilote quand même qu'on oublie trop souvent, mais sa première course en Formule 1 s'est terminée sur le podium. Donc c'est un pilote qui a énormément de talent, un peu trop agressif parfois, mais un pilote qui a énormément de talent et il le montre encore aujourd'hui. Ouais, non, c'est sûr, un peu trop agressif parfois sur ses défenses, hein. On l'a même vu encore lors du Grand Prix. Il a fait une course pratiquement parfaite. Il y a eu un gros blocage de roue au troisième tour. Là, c'est un petit peu était un peu gênant pour ses pneus, mais derrière ça a été, et évidemment il profite du moteur Ferrari, également l'apport de certains mécanos Ferrari qui sont passés chez Haas. Donc il profite de plein de choses évidemment, mais Kevin Magnussen, il sait tenir à volant et il sait aller au bout d'un Grand Prix. Et c'est pas parce qu'il avait une voiture qui allait à 2 à l'heure il y a 2 saisons que voilà qu'il fallait le jeter. Donc non, c'est la belle surprise. Maintenant, faut confirmer, c'est le plus dur. Mais en tout cas, maintenant, il y a une voiture pour se défendre, pour prendre des points, et on va voir maintenant s'il a appris même par rapport à ses défenses. Un peu moins de zigzag, on espère, et qu'il prenne encore le max de points. Donc non, c'est le bon top, je pense, pour dégager un pilote un peu hors de Charles Leclerc, par exemple, qui pilote Ferrari qui faisait partie des favoris. Et en plus, lui, c'était quand même l'invité surprise, hein, parce qu'à la base, c'était Nikita Mazepin. Maintenant, on va passer au flop. Le flop qui revient, bien sûr, c'est McLaren. Voilà, Ricardo Norris au plus mal avec une voiture qui ne fonctionne pas pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut expliquer ça, Edouard? Combien de temps ça va prendre? C'est quoi le problème chez McLaren? Le problème, c'est un pilote qui n'a pas pu rouler pendant la dernière semaine d'essai libre, Ricciardo, qui franchement a fait de la balade dimanche. Donc, il est venu, il a piloté, il est reparti. Norris, on sait qu'il s'investit et on se rend compte qu'avec Norris, la voiture en plus ça est mauvaise.
Donc en plus d'avoir au lieu d'avoir deux pilotes impliqués, une voiture mauvaise comme la VAS par exemple il y a 2 ans, là on se retrouve avec un pilote qui en a un peu rien à foutre et l'autre qui essaye mais qui ne peut pas faire plus avec cette voiture qui est mal née en fait. La voiture est très mal née, le châssis est mauvais, le moteur Mercedes, on le voit, est le moins bon du plateau a priori. Donc ça va être très compliqué pour McLaren. Alors à moins qu'ils trouvent une solution miracle comme certains l'ont fait il y a quelques années, mais McLaren, ça me semble très compliqué de revenir tout de suite dans la bataille pour la quatrième place au championnat, voire mieux. Et je pense qu'on va les voir très souvent éliminés en Q2, voire en Q1, malheureusement. Malgré que cette voiture est si jolie, mais elle est très mal née, cette voiture. Ce qui aurait dû être un top, enfin plutôt un top, est devenu un flop en fin de course. C'est bien sûr Red Bull, hein, avec les deux abandons de Max Verstappen et de Sergio Pérez. Si on élargit au clan Red Bull, il y a un troisième abandon, celui de Pierre Gasly. C'est assez étonnant quand même, après des essais de pré-saison assez concluants, après des séances d'essais libres et une qualification qui a quand même été très maîtrisée. C'est assez étonnant de voir voilà d'un seul coup Red Bull perdre pied et voilà subir un triple abandon. Qu'est-ce que tu en penses toi, Seb? Bah oui, parce qu'en plus, en essai de pré-saison, il y a quand même eu énormément de tours effectués par Red Bull, donc il y avait de la fiabilité, on n'avait pas vu du tout ça. Verstappen s'est plaint dans les premiers tours d'un frein moteur qui se déclenchait. Donc c'était déjà une petite alerte. Et à la fin, on sait plus en fait, parce que la batterie qui ne cesse de clignoter. Maintenant, on parle peut-être de pompe à carburant, du nouveau carburant également E10 qui est pas simple à gérer, qui aurait peut-être surchauffé. Enfin, il y a un peu de tout quoi quand même dans cette histoire. Donc Et la direction, Seb. Les soucis de direction aussi. Avec son volant. Son volant qui était que d'un côté. ouais, ça en rajoute. Mais là, ce problème quand même de surchauffe, bah, il va être pas évident quand même. Enfin, j'espère qu'ils vont le trouver. Mais pour l'instant, ils savent pas trop parce que par rapport justement à la pompe à carburant, c'est des pièces qui sont apparemment validées uniquement par la FIA. Ce ne sont pas des pièces qui sont donc apportées par l'équipe. Enfin bon, il y a un micmac autour de ça. Pour l'instant, c'est un peu le mystère quand même, hein, sur la raison de tous ces abandons. Et pareil, Perez, ça va être peut-être le frein moteur qui a bloqué et il l'a mis en tête à queue dans le premier virage. Bien, les amis, pour finir, quel pilote ou quelles écuries vous attendez au tournant pour le deuxième Grand Prix de la saison en Arabie Saoudite? Est-ce qu'il y a quelqu'un un pilote ou une écurie que vous voulez voir absolument briller la semaine prochaine, enfin le week-end qui arrive hein, d'ailleurs? Et Alpine, ils ont été intéressants presque tout le long du week-end. Il y a le nouveau package qui est censé arriver, c'est ce que j'ai cru comprendre de la part de l'équipe tricolore, malgré la voiture qui esthétiquement n'est pas extraordinaire. Elle rappelle les Panthères roses, les Panthères roses qu'on a vues il y a quelques années. De chez Racing Mais Point. je suis plutôt intéressé de voir cette voiture qui semble plutôt bien née, où là-dessus, il y a un potentiel. Et donc, bon, Alonso, on sait qu'il est un petit peu plus en difficulté, même s'il reste très rapide. Moi, j'ai hâte de voir Ocon à Jeddah. Seb? Bah, avoir la confirmation de Mercedes s'ils sont vraiment en dessous de tout, parce que l'année dernière, ils avaient fait premier avec Hamilton, troisième Bottas et moteur Mercedes, cinquième avec Ricardo. Donc le tracé de Jeddah dans mon plaît un moteur Mercedes. Donc à voir si on voit que du rouge une nouvelle fois, et on aura compris qu'il y a un gros retard chez Mercedes. Edouard, tu auras le mot de la fin? Alors moi, j'attends de voir Aston Martin. J'adore cette écurie, mais les qualifications. Ça va attendre longtemps alors. Hein, ah oui, je vais attendre très longtemps. Mais je suis dans la déception perpétuelle avec cette équipe, donc ça ne me dérange pas. Mais on voit les qualifs étaient catastrophiques, les deux voitures sorties en Q1. Bon, Vettel n'était pas là, remplacé par Nico Hülkenberg qui a fait le remplacement, qui a ramené la voiture au garage. Derrière la remontée de Stroll, il part avant-dernier ou dernier. Il finit 12e, pas trop loin, mais c'est pas suffisant, quoi. Quand on voit les efforts qui ont été mis pour améliorer cette voiture-là,
L'année dernière, on nous a vendu que la voiture allait se battre pour le titre. Résultat, la voiture s'est battue pour la 6e place au constructeur. Cette année, ils vont se battre pour avoir peut-être 2 points en 3 courses. Donc, j'attends de voir les progrès parce qu'il faudra de gros progrès à Jeddah parce que sinon, ça va être très, très compliqué pour Aston Martin de remonter la pente, je pense. Edouard, le nom Aston Martin et la couleur James Bond ne suffisent pas de ramener des gros points. Ah, bah ça, je sais bien et ça, je l'ai remarqué depuis très longtemps. Bien, merci les amis. L'épisode tire à sa fin, le premier épisode de Retour au stand. Je vous remercie tous les trois, en tout cas, d'avoir participé. Vous êtes les 3 premiers consultants de Retour au stand. Merci à vous, merci de votre disponibilité. Et puis, nous, on se retrouve dès lundi. On souhaite la bienvenue aux autres. On souhaite la bienvenue aux autres qui prendront la suite en numéro 2, bien évidemment, dans les prochaines semaines. On sera quand même les numéros 1 à jamais. Exactement. Et Bien puis, vu, c'est Clément. on se retrouve très vite lundi Merci, soir, pour le débrief du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Allez, ciao.